Cette histoire m'a été envoyée par Laura, une abonnée d'Espagne qui a eu une expérience très étrange il y a 3 ans alors qu'elle voyageait sur la route. Si jamais vous vous êtes perdu sur une route et que vous avez fini dans un endroit qui n'apparaît sur aucune carte, ou si vous avez vécu quelque chose qui vous a fait remettre en question la réalité elle-même, partagez-le dans les commentaires. J'adore lire ces expériences de lieux impossibles. Ce que Laura a vécu pendant 24 heures dans un village qui techniquement ne devrait pas exister l'a changé pour toujours, et encore aujourd'hui, elle n'est pas sûre de ce qu'elle a exactement expérimenté. Je m'appelle Laura, j'ai 37 ans et je suis photographe freelance. Je vis à Madrid, mais mon travail me conduit constamment dans différentes parties de l'Espagne à photographier des paysages pour des magazines de voyage et de tourisme. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 3 ans, en octobre 2020, lors d'un voyage de travail en Estrémadure. J'avais photographié des dehesas et des villages médiévaux pendant une semaine. C'était mon dernier jour avant de retourner à Madrid. J'avais terminé tôt et j'ai décidé de prendre une route secondaire pour le retour. Une petite route qui traversait les montagnes et qui, selon mon GPS, me ferait gagner presque 1 heure. C'était un après-midi d'automne parfait. Le ciel était dégagé. Les feuilles des arbres affichaient ces couleurs dorées et rougeâtres qui vous donnent envie de vous arrêter à chaque virage pour prendre des photos. La route était étroite, serpentant entre des collines couvertes de chênes et de lièges. Je conduisais sur cette route depuis environ 40 minutes lorsque mon GPS a commencé à devenir fou. L'écran a commencé à clignoter, affichant des lignes de couleurs erratiques au lieu de la carte. Puis il s'est complètement éteint. Génial, murmurai-je en frappant légèrement l'appareil. Rien. Il était mort. Je regardais mon téléphone. Pas de signal. Pas une seule barre. Ce qui était étrange car j'avais eu une couverture parfaite toute la journée. Mais je ne me suis pas trop inquiété. La route était assez directe. Je devais juste continuer jusqu'à trouver une route principale ou un village avec des panneaux. J'ai continué à conduire. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Magnifique. Mais cela signifiait aussi qu'il ferait bientôt nuit et que je n'avais toujours aucune idée de l'endroit où j'étais exactement. C'est alors que j'ai vu le panneau, partiellement caché par la végétation, à moitié tombé, mais lisible. San Bartolomé, 3 kilomètres. Je ne reconnaissais pas le nom. Il n'était sur aucune des cartes que j'avais étudiées avant le voyage. Mais un village signifiait des gens, des directions, peut-être un endroit pour charger mon téléphone et réparer mon GPS. J'ai pris le détour. La route est devenue encore plus étroite, à peine assez large pour une voiture. Les branches des arbres s'étendaient au-dessus du chemin, créant un tunnel vert qui bloquait de plus en plus la lumière du coucher de soleil. L'ambiance a changé. Elle est devenue plus froide, plus silencieuse. On n'entendait ni oiseaux ni insectes, ce qui m'a semblé étrange. Après environ 10 minutes de conduite sur ce chemin, la forêt s'est ouverte soudainement, et là, c'était Saint-Barthélemy. C'était un petit village, peut-être 30 ou 40 maisons, toutes construites en vieille pierre, style médiéval ou Renaissance. Les rues étaient pavées, étroites, serpentant entre les maisons. Il y avait une place centrale avec une ancienne fontaine et une petite église avec un clocher qui s'élevait au-dessus des autres structures. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point c'était silencieux. Il n'y avait personne dans les rues, pas de voiture, pas de lumière aux fenêtres bien qu'il commençait à faire sombre. C'était comme un village fantôme, parfaitement préservé mais complètement vide. J'ai garé ma voiture à l'entrée du village et je suis sorti. L'air était froid, beaucoup plus froid que ce qu'il devrait être à cette époque de l'année. Et il y avait une odeur étrange, pas désagréable, mais définitivement hors de propos, comme de l'encens et des fleurs fanées. « Bonjour » ai-je appelé. Ma voix semblait étouffée, comme si quelque chose dans l'air absorbait le son. « Y a-t-il quelqu'un ici » Il n'y a pas eu de réponse, juste le silence. J'ai marché vers la place centrale. La fontaine était sèche, pleine de feuilles mortes. Autour de la place, il y avait quelques petits magasins. Une boulangerie, une épicerie, une pharmacie. Tous fermés, avec de vieux panneaux aux fenêtres. J'ai regardé de plus près l'un des panneaux de la boulangerie. Il était jaunâtre, décoloré par le soleil. Il disait « Fermé pour festivités. Nous reviendrons le 15 octobre. » J'ai vérifié la date sur ma montre. C'était le 14 octobre. Quelle festivité pouvait bien amener tout un village à fermer complètement? L'église semblait être ma meilleure option pour trouver des informations.
Les églises dans les petits villages d'Espagne ont généralement des horaires d'ouverture, et peut-être que je trouverai le curé ou quelqu'un qui pourrait m'orienter. Je suis monté les marches en pierre jusqu'à l'entrée de l'église. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement et je suis entré. L'intérieur était comme n'importe quelle église rurale espagnole. Des bancs en bois sombre, un autel simple, des images de saints sur les murs, des bougies votives sur des supports de chaque côté. Mais quelque chose ne semblait pas bien. La température était plus froide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et cette odeur d'encens était plus forte ici, presque étouffante. « Bonjour, père » ai-je appelé. Une voix a répondu depuis les ombres près de l'autel. « Ne appelle pas le père, il n'est pas ici. » J'ai sursauté. Il y avait un homme assis sur le premier banc, si immobile que je ne l'avais pas vu quand je suis entré. Il était plus âgé, peut-être dans les 70 ans, vêtu de vêtements sombres et formels. Il me regardait avec des yeux qui brillaient étrangement dans la pénombre. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger, » ai-je dit. « Je suis un peu perdu. Mon GPS a cessé de fonctionner et j'ai besoin d'indications pour retourner à la route principale. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il me regardait simplement avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Enfin, il parla. « Comment es-tu arrivé ici ?»« Par la route. J'ai vu un panneau pour San Bartholomé et... »« Tu n'aurais pas dû venir, » m'interrompit-il. Sa voix était étrangement plate. « Surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui est spécial ici. » « Spécial comment ? Le 14 octobre, la veille de la fête. » Il se leva lentement. « C'est quand le voile est le plus mince. Quand les choses qui ne devraient pas être vues deviennent visibles. Quand des endroits comme celui-ci peuvent être trouvés par ceux qui ont des yeux pour voir. » Un frisson me parcourut le dos. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce village, dit-il en s'approchant d'un pas, n'est pas sur tes cartes, n'est-ce pas ? Il n'a pas de signal téléphonique. Ton GPS a cessé de fonctionner lorsque tu t'es approché. Ne t'es-tu pas demandé pourquoi ? Je pensais que c'était juste un problème technique. Ce n'est pas le cas. Un autre pas. San Bartholomé existe dans un pli, entre ce qui est et ce qui était. Certains l'appelleraient un lieu figé dans le temps. D'autres diraient que c'est un écho, un reflet d'un endroit qui a existé autrefois, mais qui ne se manifeste désormais que par moments, sous certaines conditions. Je reculai vers la porte. Cet homme était clairement fou, ou je l'étais. Rien de ce qu'il disait n'avait de sens. « Je dois y aller, dis-je. Merci pour votre aide. »« Tu ne peux pas partir, dit-il simplement. Pas avant demain, pas avant que le soleil ne soit complètement levé. Si tu essaies de partir maintenant, dans l'obscurité, ta voiture ne démarrera pas, ou si elle démarre, tu n'iras pas très loin. La route te ramènera ici, encore et encore, jusqu'à ce que le temps soit écoulé. » Il est fou, dis-je, mais ma voix trembla. Je le suis, alors sors. Essaie de partir, tu verras. Je sortis en courant de l'église. Mon cœur battait la chamade alors que je courais vers l'endroit où j'avais garé ma voiture. Je montai, fermai les portes à clé et mis la clé dans le contact. Le moteur gémit, mais ne démarra pas. J'essayai encore une fois. Et encore. Et encore. Rien. La voiture était complètement morte. Non, 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 murmurai en frappant le volant. J'ai vérifié tout. Les lumières, la radio, n'importe quel appareil électrique. Tout était mort. Comme si la batterie s'était complètement déchargée en 15 minutes pendant lesquelles j'étais sorti. J'ai regardé autour du village à travers le pare-brise. Il faisait maintenant complètement noir. Les quelques lampadaires dans les rues s'étaient allumés, émettant une lumière jaunâtre et clignotante qui faisait danser les ombres de manière troublante. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Du mouvement dans les fenêtres des maisons. Des silhouettes. Des gens se déplaçant à l'intérieur des maisons qui, quelques instants auparavant, avaient été vides. Des lumières se sont allumées dans plusieurs maisons. J'ai pu voir des silhouettes à travers les rideaux. Des gens menant des vies normales. Comme si le village qui avait été désert s'était soudainement rempli de résidents. Mais il y avait quelque chose de mal dans ces mouvements. Ils étaient trop répétitifs, comme des acteurs suivant un script, faisant les mêmes gestes encore et encore. Une femme à une fenêtre levait une tasse à ses lèvres, la baissait, la levait à nouveau dans le même motif exact. Un homme dans une autre fenêtre s'asseyait, se levait, marchait 3 pas, se rasseyait, dans une boucle infinie. Ça n'est pas en train d'arriver, me dis-je à voix haute. Je fais une hallucination. Quelque chose dans l'air, peut-être du monoxyde de carbone, ou... Un coup à ma fenêtre me fit crier. C'était l'homme de l'église, debout à côté de ma voiture, me regardant à travers le verre.
Je t'ai dit que tu ne pourrais pas partir, dit sa voix étouffée par le verre. Viens, je te conduirai à un endroit où tu peux passer la nuit. Ce n'est pas sûr de rester dans ta voiture. Je ne vais nulle part avec vous, dis-je, ma voix aiguë par la panique. Comme tu veux. Il haussait les épaules. Mais quand minuit sonnera, les choses deviendront actives. Les silhouettes dans les maisons sortiront. Et si elles te trouvent ici, seule, vulnérable, eh bien, ce ne sera pas agréable. Il s'éloigna, marchant de retour vers le centre du village. Je restais dans ma voiture, tremblante, essayant de décider quoi faire. Je regardais mon téléphone. Toujours pas de signal, mais au moins j'avais de la batterie. Je pouvais utiliser la lumière du téléphone si j'en avais besoin. J'ai décidé de rester dans la voiture. J'ai verrouillé toutes les portes. Je me suis blotti sur le siège arrière avec une couverture que j'emportais toujours pour les urgences. Et j'ai attendu. Les premières heures sont passées lentement. J'observais les silhouettes se déplacer dans les fenêtres, exécutant leurs actions répétitives. C'était horriblement hypnotique, comme regarder un film en boucle. Mais à mesure que minuit approchait, les choses ont commencé à changer. Les silhouettes ont cessé de se déplacer selon leur schéma. Elles se sont arrêtées, toutes en même temps. Et puis, lentement, elles ont toutes tourné la tête pour regarder vers l'extérieur, vers les rues, vers ma voiture. Et elles ont commencé à sortir. Des portes se sont ouvertes dans toutes les maisons. Les silhouettes ont émergé. À la lumière jaunâtre des lampadaires, je pouvais les voir plus clairement. Et j'aurais souhaité ne pas l'avoir fait. Elles n'étaient pas complètement humaines. Elles avaient des formes humaines, mais il y avait quelque chose de mal dans leurs proportions. Des bras trop longs, des têtes inclinées à des angles impossibles, des mouvements spasmodiques et désarticulés, et toutes marchaient vers ma voiture. Je réprimais un cri. Je m'enfonçais davantage dans le siège arrière, me couvrant avec la couverture, éteignant la lumière de mon téléphone. À travers un petit espace dans la couverture, je pouvais voir les silhouettes s'approcher. Ils entourèrent ma voiture. 20, peut-être 30 d'entre eux. Ils restèrent là, en cercle parfait, regardant les fenêtres. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils n'essayaient pas d'ouvrir les portes. Ils regardaient simplement. Je ne sais pas combien de temps ils restèrent là. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps semblait déformé, élastique. Je gardais les yeux fermés la plupart du temps, priant pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils me laissent en paix. Finalement, le son d'une cloche rompit le silence. Le clocher de l'église marquant 1 heure. Je comptais les coups. 12. Minuit. Les figures se sont dispersées soudainement. J'ai regardé par la fenêtre et les ai vues s'éloigner dans différentes directions. Certaines retournaient chez elles. D'autres marchaient vers la forêt qui entourait le village. Elles se déplaçaient avec un but maintenant, fini les mouvements répétitifs et sans sens. J'ai attendu un long moment, m'assurant qu'elles étaient toutes parties, avant de m'aventurer à m'asseoir correctement. Le village semblait à nouveau vide. Les lumières des maisons s'étaient éteintes. Les rues étaient désertes. Mais je savais que je n'étais pas seul. Je pouvais sentir des yeux sur moi, beaucoup d'yeux, observant depuis l'ombre. « Je ne peux pas rester ici », murmurai-je pour moi-même. « Je dois trouver un vrai refuge, un endroit avec des portes solides. » Je sortis de la voiture avec précaution, regardant dans toutes les directions. L'air nocturne était glacial. Mon souffle sortait en nuages blancs. J'ai pris mon sac à dos avec ma caméra et d'autres affaires essentielles et j'ai commencé à marcher vers le centre du village. Les maisons de chaque côté de la rue sombre semblaient m'observer. Des fenêtres comme des yeux vides, des portes comme des bouches closes gardant des secrets. J'arrivais sur la place. La fontaine sèche semblait différente maintenant dans l'obscurité. Il y avait quelque chose en elle. Je m'approchais avec précaution, utilisant la lumière de mon téléphone. Il y avait des fleurs fraîches, soigneusement disposées autour du bord de la fontaine, et des bougies, des douzaines de bougies, dans différents états de combustion. Mais ce qui était le plus troublant, ce étaient les photos. Des vieilles photographies, certaines en noir et blanc, d'autres en couleur décolorée, toutes montrant des personnes, des familles, des enfants, des personnes âgées. Certains des visages avaient les yeux barrés d'encre noire. C'était un mémorial ou un autel. Mais pour qui? Pourquoi? Ce sont les victimes, dit une voix derrière moi. Je me suis retourné rapidement. C'était une jeune femme, peut-être de mon âge, vêtue de vêtements modernes, un jean et une veste. Elle avait l'air normale, humaine, pas comme ces autres figures. Victime de quoi? Demandai-je, ma voix à peine un murmure.
de ce qui s'est passé ici, il y a 50 ans, le 15 octobre 1970. Elle s'est approchée davantage, et à la lumière de mon téléphone, j'ai pu voir son visage plus clairement. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, une profonde tristesse. Tu n'as jamais entendu l'histoire de Saint-Barthélemy ? Je secouai la tête. C'était autrefois un village prospère, petit mais plein de vie, jusqu'à ce que l'épidémie arrive. Pas une maladie normale, quelque chose de pire, quelque chose qui pénétrait dans l'esprit des gens, les rendait fous, violents. Ils ont commencé à s'entretuer, des familles entières détruites en une nuit de folie. Mon Dieu, murmurai-je. Quand c'était fini, presque tout le monde était mort. Les quelques survivants ont fui, jurant de ne jamais revenir. Le gouvernement a scellé le village, l'a effacé des cartes. Officiellement, San Bartolomé a cessé d'exister le 15 octobre 1970. Mais il est ici, je suis ici. Oui, dit-il avec un sourire triste, le village est ici, mais pas dans le sens que tu penses. C'est un écho, un souvenir traumatique si fort qu'il a imprimé un reflet de lui-même dans la réalité. Et chaque année, dans la nuit du 14 au 15 octobre, l'écho devient tangible, visitable, pour ceux qui, par hasard ou par destin, trouvent le chemin. Es-tu réel ? Demandai-je. Je suis aussi réel que cet endroit, ce qui signifie que non, pas dans le sens que tu connais. Elle tendit une main vers moi. Je m'appelle Isabelle. J'avais 32 ans quand je suis morte ici. J'étais enseignante à l'école du village. Je n'ai pas pris sa main. Pourquoi me racontes-tu cela ? Parce que tu dois comprendre où tu es, et tu dois savoir comment survivre jusqu'à l'aube. Isabelle baissa sa main. Les silhouettes que tu as vues, celles qui sont sorties des maisons, ce sont les victimes, ceux qui sont morts pendant la folie. Chaque nuit du 14 au 15, ils revivent leurs derniers moments. Ils cherchent à compléter ce qui est resté inachevé. Et s'ils trouvent un vivant parmi eux, ils essaieront de le faire partie de leur cycle. Comment puis-je rester en sécurité ? Trouve un endroit scellé, un endroit où ils ne peuvent pas entrer. L'église serait idéale, mais l'homme que tu as vu là-bas, il est différent. Il n'est pas mort dans la folie. Il est resté après, comme gardien. Mais les années l'ont changé. Il n'est plus complètement fiable. Alors où ? Il y a une maison au bord du village, la maison de la doctoresse. Elle a essayé de sauver les gens, de trouver un remède. Elle est morte en essayant. Sa maison est protégée, bénie. Les autres figures ne peuvent pas entrer là. Va là-bas. Ferme la porte. Ne l'ouvre pas, peu importe ce que tu entends. Et attends l'aube. Viendras-tu avec moi ? Isabelle secoua la tête. Je ne peux pas. Je suis lié à cet endroit, à ce temps. Mais je peux te guider jusqu'à la maison. Elle commença à marcher. Suis-moi. Et ne t'arrête pas, peu importe ce que tu vois ou entends. Je l'ai suivie à travers les rues sombres du village. Isabelle se déplaçait avec assurance, connaissant chaque coin, chaque ruelle. Je restais près d'elle, ma lumière de téléphone éclairant à peine 1 mètre devant. Nous sommes passés devant des maisons silencieuses. À travers certaines fenêtres, j'ai pu voir du mouvement, des ombres glissant sur les murs, des formes indéfinies traçant notre progression. Ne regarde pas, avertit Isabelle. Si tu établis un contact visuel, ils te verront, et s'ils te voient, ils viendront. Je gardai le regard en avant. Nous arrivâmes au bord du village. Il y avait une maison un peu à l'écart des autres, entourée d'un jardin sauvage rempli d'herbes et de fleurs fanées. C'était une maison à 2 étages, avec des volets en bois et une porte solide en chêne. « Voici la maison, dit Isabelle. La porte est ouverte. Entre, ferme-la, et ne sors pas tant que tu ne vois pas la lumière du soleil. Et toi ? Je vais bien. Je fais partie de cela maintenant. » Elle me sourit. « Bonne chance, Laura. Et si tu survives jusqu'à l'aube, sors d'ici et ne regarde jamais en arrière. Et s'il te plaît, raconte notre histoire, pour que les gens sachent que nous existions, que nous étions réels. Comment sais-tu mon nom ? Cet endroit sait beaucoup de choses. » Elle commença à s'éloigner, se dissolvant dans l'ombre. « Maintenant, vas-y, il ne reste plus beaucoup de temps. » Je montais en courant les escaliers de la maison. La porte était entrebâillée comme Isabelle l'avait dit. Je la poussai et entrai, la fermant derrière moi immédiatement. Il y avait un vieux verrou. Je le tirai. L'intérieur de la maison était étonnamment bien préservé. Il y avait des meubles recouverts de draps blancs, des livres sur des étagères. Sur les murs, des diplômes médicaux avec le nom Dr Elena Mendoza.
J'ai rapidement exploré avec la lumière de mon téléphone. Le salon, une petite cuisine, un cabinet médical avec une vieille table d'examen et des étagères remplies de flacons de médicaments anciens. Je suis monté au 2e étage, 2 chambres et une salle de bain. J'ai choisi la chambre qui donnait sur l'arrière de la maison, loin de la rue principale. Il y avait un lit avec un vieux matelas, mais il semblait solide. Je me suis assise dessus, épuisé, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. J'ai regardé mon téléphone. Il était 2 heures du matin. Il restait 4 heures avant l'aube. 4 heures que je devais survivre. Les 2 premières heures furent relativement calmes. J'entendais des sons lointains du village, des pas, des voix murmurant. Mais rien ne s'approchait de la maison. Mais à 4 heures du matin, les choses ont changé. J'ai entendu un coup à la porte principale, puis un autre, et encore un autre. Un coup constant et rythmique. Laura appela une voix. C'était masculine, profonde. « Laura, ouvre la porte. Nous avons besoin de ton aide. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté immobile dans le lit. « Laura, il y a des gens blessés ici. Tu es photographe, n'est-ce pas? Tu as un téléphone. Appelle une ambulance, s'il te plaît. » Comment savait-il ma profession? Comment savait-il mon nom? Laura, s'il te plaît. Ma fille saigne. Elle a besoin d'aide. Maintenant, j'entendais des pleurs d'enfants mêlés à la voix de l'homme. Ça sonnait si réel, si désespéré. Mes instincts humains me criaient d'aider, d'ouvrir la porte. Mais je me suis rappelé les mots d'Isabelle. « N'ouvre pas, peu importe ce que tu entends. »« Je ne peux pas t'aider, » dis-je d'une voix tremblante. « Je suis désolé. » Les coups se sont intensifiés. Maintenant, ça sonnait comme si plusieurs mains frappaient à la porte, et les voix se multipliaient. Des hommes, des femmes, des enfants, tous suppliant que j'ouvre. SVP, aidez-nous, ne nous laissez pas mourir, ouvre juste la porte. Je me suis bouché les oreilles, mais je pouvais encore les entendre. Les coups devenaient plus violents. La porte tremblait mais tenait bon, et puis, abruptement, tout s'est arrêté. Silence total. Je me suis aventuré à regarder par la fenêtre de la chambre. Dans le jardin à l'avant, illuminé par la lumière pâle de la lune, il y avait des dizaines de silhouettes, celles que j'avais vues auparavant, toutes regardant vers le haut, vers ma fenêtre, et toutes souriaient. Des sourires trop larges, trop parfaits, pas humains. Je reculai de la fenêtre, mon cœur battant sauvagement. Le reste de la nuit fut un cauchemar de sons, des voix m'appelant, des coups contre les murs, des griffures sur les fenêtres. Mais la maison a tenu bon. Isabelle avait raison, elle était protégée. Finalement, après ce qui sembla une éternité, je vis la première lumière de l'aube filtrer par les fenêtres. Rose pâle au début, puis dorée, puis le blanc éclatant du jour. Les sons cessèrent instantanément. Je regardais par la fenêtre. Le jardin était vide. Les silhouettes avaient disparu. J'ai attendu 1 heure de plus, m'assurant que le soleil était complètement levé avant d'oser sortir. J'ai ouvert la porte avec précaution. Le village à la lumière du jour avait l'air différent encore une fois. Vide, silencieux, mais d'une certaine manière moins menaçant. Comme si la nuit n'avait été qu'un mauvais rêve. J'ai marché jusqu'à ma voiture. À ma surprise et mon soulagement, elle a démarré du premier coup. Comme s'il n'y avait jamais eu de problème. J'ai conduit hors du village aussi vite que je l'osais dans ces rues étroites. Quand j'ai atteint la route principale, mon GPS s'est soudainement réveillé. Mon téléphone affichait un signal complet. C'était comme si Saint-Barthélemy avait cessé d'exister à nouveau. J'ai conduit directement à Madrid sans m'arrêter. Ce n'est que lorsque j'étais dans mon propre appartement, avec toutes les lumières allumées et les portes verrouillées, que je me suis enfin permis de tout traiter. Avait-ce été réel? Ou avait-ce été une sorte d'hallucination, peut-être causée par du monoxyde de carbone? Ou une substance dans l'air? Mais quand j'ai vérifié mon téléphone, j'avais des photos. Des photos que j'avais prises du village pendant la journée. La place, la fontaine, l'église. Et quand je les ai agrandies, j'ai pu voir quelque chose dans les fenêtres des maisons. Des silhouettes, observant, attendant. J'ai enquêté pendant des semaines après. J'ai cherché des informations sur San Bartolomé. Et j'ai trouvé quelque chose. Des références dans des archives historiques. Des articles de journaux de 1970 qui mentionnaient brièvement une tragédie dans un village reculé d'Extrémadure. Mais les détails étaient vagues, censurés. Et j'ai trouvé une liste. Une liste des victimes. 129 personnes sont mortes entre le 14 et le 15 octobre 1970. Parmi les noms se trouvait Isabelle Garcia, enseignante, 32 ans.
et Elena Mendoza, médecin, 45 ans. Ils étaient réels. Ils avaient existé. Et d'une certaine manière, ils continuaient d'exister dans cet endroit entre les mondes, piégés dans l'écho de leur propre tragédie. Je ne suis jamais revenu. Je n'ai jamais essayé de retrouver le village. Mais chaque année, à l'approche du 14 octobre, je ressens un appel. Comme si Saint-Barthélemy me rappelait. Comme si Isabelle voulait que je revienne, que je leur tienne compagnie une nuit de plus. Jusqu'à présent, j'ai résisté. Mais je sais que le village est toujours là, en attente, se manifestant chaque année à cette date précise. Et peut-être qu'un jour, un autre voyageur perdu trouvera ce panneau partiellement caché. Il prendra ce détour et passera 24 heures dans le village qui n'existe pas. J'espère juste qu'ils survivront aussi pour raconter l'histoire. Et ainsi se termine le récit que Laura m'a partagé. Elle m'a dit que depuis, elle évite de conduire sur des routes secondaires en Estrémadure, surtout près du 14 octobre. Les photos qu'elle a prises du village, elle les garde, mais elle ne les a pas montrées publiquement. Elle dit que quelque chose en elle lui avertit de ne pas le faire. Si jamais tu as visité un endroit qui semblait exister en dehors du temps normal, ou si tu as vécu quelque chose de similaire, partage-le dans les commentaires. Ces histoires de lieux impossibles me fascinent. Si tu as apprécié ce récit, abonne-toi pour plus d'histoires chaque semaine. Il y a beaucoup de mystères qui attendent d'être racontés. Prends soin de toi et fais attention aux détours que tu prends. On se voit la prochaine fois. Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Sébastien, qui travaillait comme opérateur technique dans une station de radio à Rosario, en Argentine. Ce qu'il m'a raconté sur ses dernières nuits dans cette station m'a empêché de dormir pendant des jours. Si vous avez également une expérience liée à des transmissions étranges, des voix qui ne devraient pas être là, ou des messages qui viennent de nulle part, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cela dans les commentaires. Parfois, la technologie capte des choses auxquelles nous ne sommes pas préparés à entendre. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une cabine de radio aux premières heures du matin, où Sébastien a découvert que toutes les voix transmises ne proviennent pas des vivants. Je m'appelle Sébastien et pendant 4 ans, j'ai travaillé comme opérateur technique de nuit à Radio Milenio FM, une petite station à Rosario. C'était un travail solitaire mais bien payé. Mon service commençait à minuit et se terminait à 6 heures du matin. Pendant ces heures, j'étais le seul employé dans tout le bâtiment. La station occupait le 3e étage d'un vieux bâtiment au centre-ville. Aux étages inférieurs, il y avait des bureaux vides qui étaient habituellement loués mais qui étaient inoccupés depuis des années. Le propriétaire du bâtiment vivait à Buenos Aires et venait rarement à Rosario. Fondamentalement, après minuit, ce bâtiment de 5 étages était entièrement à moi. Mon travail était simple. Superviser la transmission automatisée pendant la nuit, m'assurer qu'il n'y ait pas de défaillance technique, modifier la programmation selon l'horaire établi et répondre à toute urgence. La plupart du temps, j'étais seul dans la cabine de contrôle, entouré d'écrans, de mélangeurs audio et du doux bourdonnement constant des équipements. J'aimais ça. Je suis naturellement introverti. La solitude ne me dérangeait pas. J'apportais mon ordinateur portable, regardais des séries, lisais. Parfois je somnolais lorsque la programmation était stable. C'était un travail facile. C'était jusqu'en octobre 2022. La nuit du 12 octobre, je suis arrivé à mon poste comme d'habitude. Le speaker du service du soir, Mathias, était en train de terminer son émission en direct. Il m'a salué d'un geste en parlant dans le micro et 5 minutes plus tard, il est parti, me laissant seul. J'ai activé la programmation nocturne automatisée, un mélange de musique douce, quelques émissions préenregistrées d'interviews et des pauses publicitaires occasionnelles. Je me suis installé dans ma chaise pivotante avec mon café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Tout s'est déroulé normalement jusqu'à environ 1h30 du matin. J'étais en train de regarder une vidéo lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur l'un des vumètres audio. Il y avait un pic de volume qui ne devrait pas être là. La programmation à ce moment-là était de la musique instrumentale douce, sans voix. Mais le vumètre montrait une activité vocale. Je fronçais les sourcils et augmentais le volume des moniteurs de la cabine pour écouter la transmission en direct. La musique instrumentale jouait normalement, mais en dessous, très doucement, presque imperceptible, il y avait autre chose. Une voix, ou plutôt un murmure, comme si quelqu'un chuchotait sous la musique. J'ai vérifié tout l'équipement. Aucun microphone n'était actif.
Le signal venait directement des fichiers audio préenregistrés. Il ne devrait y avoir aucune voix. J'ai augmenté le volume du canal spécifique en l'isolant. Le murmure est devenu plus clair. C'était définitivement une voix masculine, parlant d'un ton bas, urgent, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. J'ai vérifié les niveaux de toutes les sources audio. Tout était normal. Il n'y avait aucune interférence de fréquences externes. La voix était simplement là. Après environ 5 minutes, elle a disparu. La musique a continué normalement. Je pensais qu'il s'agissait probablement d'une interférence étrange. Parfois, les ondes radio captent des choses insolites, des conversations de radioamateurs, des signaux de taxi, n'importe quoi. J'ai noté l'incident dans le registre technique et j'ai poursuivi mon service. Mais à 3 heures du matin, cela s'est reproduit. Cette fois, j'étais plus vigilant. Le niveau audio montrait une activité vocale et j'ai immédiatement isolé la chaîne. La voix était là à nouveau, mais cette fois, elle était plus forte, plus claire, et elle parlait en espagnol. Vous pouvez m'entendre? Quelqu'un peut m'entendre? S'il vous plaît, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. La peau m'a hérissé. J'ai attrapé les écouteurs et je me les suis mis, augmentant le volume autant que possible. La voix est devenue parfaitement audible, bien qu'encore en dessous de la musique de fond. Je suis piégé. Je ne sais pas où je suis. Tout est sombre. Il fait si froid. Quelqu'un peut-il m'entendre? S'il vous plaît, dites que vous pouvez m'entendre. Mon cœur battait vite. Ce n'était pas une interférence normale. Cette voix semblait désespérée, réelle. J'ai saisi le microphone de la cabine. Techniquement, je ne devais pas interrompre la programmation, mais cela ressemblait à une urgence. Bonjour, je vous écoute. Où êtes-vous? Avez-vous besoin d'aide? La voix s'est arrêtée immédiatement. Silence total, sauf la musique de fond. J'ai attendu 30 secondes, 1 minute. Puis la voix est revenue, mais cette fois, elle semblait différente. Surprise. M'as-tu entendu? M'as-tu vraiment entendu? Oui, je vous écoute. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis quelque part dans l'obscurité. Je ne vois rien. Je ne peux pas bouger. Je peux seulement parler, mais personne ne m'écoute jamais. Tu es le premier. Le premier en des années. Des années? Que veux-tu dire par là? Je suis ici depuis si longtemps, à parler, à crier, et personne ne m'écoute. Personne ne répond. Je pensais que j'étais seul. Je pensais que j'étais le seul. Quel est le seul? Je ne comprends pas. Es-tu blessé? As-tu besoin que j'appelle quelqu'un? La voix laissa échapper quelque chose entre un rire et un sanglot. Il est déjà trop tard pour appeler quelqu'un. Pour moi, il est déjà trop tard. Mais toi, tu peux écouter. Cela signifie que tu es spécial, ou que tu seras bientôt ici avec moi. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Que veux-tu dire par là? Cet endroit, ce bâtiment, est plein de voix, tous piégés, tous parlant. Mais personne n'écoute, seulement la radio. La radio nous écoute, la radio nous capture. Cela n'a pas de sens. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Il y eut une longue pause. Puis, je m'appelais Fernando. Fernando Castillo. Je travaillais là-bas, dans cette station, il y a longtemps. Le nom me semblait vaguement familier, comme si je l'avais déjà entendu, mais je ne me souvenais pas où. Fernando, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne m'en souviens pas complètement, juste des fragments. Je travaillais de nuit, comme toi, tout seul dans le bâtiment. J'ai entendu quelque chose dans les transmissions, une voix demandant de l'aide, comme moi maintenant. Et je suis allé enquêter, je suis allé au sous-sol. Et alors, la voix s'est coupée. La musique a continué normalement. Les niveaux des microphones audio sont revenus à la normale. Fernando, tu es toujours là? Fernando? Rien. Il était parti. Je suis resté assis, avec les écouteurs encore sur la tête, le cœur battant sauvagement. Que venait-il de se passer? Était-ce une blague? Quelqu'un avait-il piraté notre signal? Mais le signal était crypté, et la voix avait répondu directement à mes questions en temps réel. Ce n'était pas un enregistrement. J'ai cherché sur Internet « Fernando Castillo Radio Milenio Rosario ». Les résultats m'ont glacé le sang. Fernando Castillo avait été opérateur technique de nuit à Radio Milenio FM en 2003. Il avait disparu une nuit de novembre. Il est arrivé à son poste et n'en est jamais ressorti.
Sa voiture était encore dans le parking le matin suivant, mais il avait disparu sans laisser de traces. La police a enquêté. Ils ont inspecté tout le bâtiment. Rien. Aucun signe de lutte, pas de sang, aucune piste. Fernando s'était simplement évaporé. L'affaire s'est refroidie. Elle n'a jamais été résolue. Fernando Castillo était toujours officiellement porté disparu, et je venais de parler avec lui, ou avec quelque chose qui prétendait être lui. J'ai regardé l'horloge. Il était 3h20 du matin. Il restait encore presque 3 heures avant la fin de mon service. 3 heures seul dans ce bâtiment. Non, pensez. Je ne vais pas rester ici. Je vais appeler le directeur, signaler une urgence technique et partir. Mais avant que je puisse prendre mon téléphone, toutes les lumières du studio se sont éteintes. L'obscurité était totale, absolue. Les seules sources de lumière étaient les petites LED des équipements, créant une lueur fantomatique verte et rouge dans l'obscurité. Merde, ai-je murmuré. J'ai tâtonné pour trouver mon téléphone et ai activé la lampe de poche. Le faisceau a coupé l'obscurité, révélant la cabine exactement comme elle était. Rien n'avait changé, mais le silence était oppressant. Et puis j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. Des pas, venant du couloir extérieur. Quelqu'un marchait dehors, devant la cabine. Tape, 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 tape. Des pas lents, lourds, s'approchant de la porte. La porte de la cabine était en verre. J'ai pointé ma lampe vers elle. Il n'y avait personne dans le couloir. Mais les pas continuaient. Tape, 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 de plus en plus près. Et alors ils se sont arrêtés. Juste devant la porte. J'ai retenu mon souffle. Ma lampe de poche tremblait dans ma main, illuminant la porte vide. Alors, lentement, la poignée a commencé à tourner. Il n'y avait personne qui la touchait. Elle tournait simplement toute seule, centimètre par centimètre. « Éloignez-vous !» ai-je crié. « Quoi que tu sois, éloigne-toi !» La poignée a cessé de bouger. Et alors j'ai entendu la voix à nouveau. Mais cette fois, elle ne venait pas des équipements audio. Elle venait du couloir, juste de l'autre côté de la porte. J'ai dit que tu serais bientôt là avec moi. Je ne mentais pas. Je ne suis pas Fernando. Je ne suis pas toi. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas seul, Fernando. Nous sommes nombreux. Tous ceux qui ont disparu ici. Tous ceux qui ont entendu les voix. Tous piégés. Et maintenant, tu nous as entendus. Maintenant, tu es connecté. Maintenant, tu fais partie de ça. Non! Je ne fais partie de rien. Un rire. Plusieurs voix riant en chœur. Certaines masculines, d'autres féminines. Toutes glacées, vides d'humanité. Le sous-sol. Va au sous-sol. C'est là que tout a commencé. C'est là que nous sommes. Viens avec nous. Rejoins-nous. Je ne vais aller dans aucun putain de sous-sol. Alors tu ne comprendras jamais. Tu ne te libéreras jamais. Les voix te suivront. Chaque transmission, chaque fréquence. Tu nous entendras toujours. À moins que tu ne viennes. À moins que tu ne vois la vérité. Les lumières s'allumèrent soudainement. Le couloir était vide. Les équipements recommencèrent à fonctionner normalement. La programmation continuait comme si de rien n'était. Mais je savais que quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Chaque nuit où je travaillais, les voix revenaient. Pas seulement celles de Fernando. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres voix. Toutes chuchotant, toutes parlant en même temps. Toutes sous la musique, sous les programmes, toujours là. J'ai essayé de les ignorer. J'ai essayé de baisser le volume des moniteurs, d'utiliser des bouchons d'oreilles. Mais peu importait. Je les entendais de toute façon, dans ma tête, comme si elles s'étaient installées dans mon esprit. Et toutes disaient la même chose. Va au sous-sol. Le 4e jour, je n'en pouvais plus. Je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. À 2h du matin, j'ai pris une grande lampe de poche, j'ai quitté la cabine de contrôle et je suis descendu les escaliers vers le sous-sol. Le bâtiment avait 2 sous-sols. Le premier était relativement normal. Zone de stockage, salle de maintenance, l'ancien chauffe-eau. Mais il y avait une porte au fond qui menait au 2e sous-sol. Une porte en métal rouillée avec un vieux cadenas. La cadenas était ouverte. Elle ne devrait pas être ouverte. Personne ne descendait au 2e sous-sol. Selon le directeur, il était scellé depuis des années à cause de problèmes d'humidité. J'ai poussé la porte lentement. Elle a grincé sur ses charnières rouillées. Derrière, il y avait un escalier en béton descendant dans l'obscurité absolue. Je suis descendu lentement. L'air devenait plus froid à chaque marche. Plus dense. Plus difficile à respirer.
Le deuxième sous-sol était un espace vaste avec un plafond bas, des colonnes de soutien et des murs en briques nues. Ma lampe de poche révélait de vieilles boîtes, des meubles abandonnés, des câbles électriques suspendus au plafond. Et alors, j'ai vu quelque chose qui a fait que mon cœur s'est arrêté. Au centre du sous-sol, il y avait des équipements radio, des équipements anciens des années 60 ou 70, transmetteurs, récepteurs, antennes improvisées, tout connecté de manière chaotique avec des câbles qui s'entrelaçaient comme une toile d'araignée. Et les équipements étaient allumés, les voyants clignotaient, les jauges de signal bougeaient, quelque chose diffusait. Je m'approchais lentement. Il y avait un vieux microphone au centre de l'installation, et il était actif. La lumière rouge, en direct, brillait faiblement. Alors j'entendis des voix, toutes les voix, provenant des équipements, des dizaines, peut-être des centaines de voix, toutes parlant en même temps, toutes piégées dans cette transmission perpétuelle, toutes répétant des fragments de conversation, des cris, des supplications, des rires, un chaos absolu de sons humains distillés dans leur forme la plus pure et la plus effrayante. Et j'ai compris, quelqu'un avait construit cela, il y a des décennies, une expérience, une tentative de capturer quelque chose, des voix, des âmes, des consciences, je ne sais pas, mais ça fonctionnait. D'une manière horrible, ça fonctionnait. Et chaque personne qui disparaissait dans ce bâtiment restait piégée là, dans cette transmission sans fin. Leurs voix capturées, reproduites éternellement, filtrant à travers les fréquences radio, cherchant désespérément à être entendues. Fernando. Et bien d'autres avant lui. Une voix se démarqua parmi le chaos, celle de Fernando. Maintenant tu comprends. Maintenant tu vois. La seule façon de nous libérer est de le détruire. Détruis les équipements. Coupez la transmission. Libère-nous. Ma main tremblait alors que je m'approchais du panneau principal. Il y avait des interrupteurs, des câbles, des fusibles. Je pouvais simplement tout arracher, détruire l'installation. Mais alors, une autre voix parla, plus vieille, plus profonde, plus effrayante. Si tu le détruis, tu nous libéreras, mais tu mourras aussi. L'énergie contenue ici est immense. Une rétroaction, une explosion de fréquences. Elle te brisera l'esprit. Elle te tuera. Je suis resté paralysé, la main tendue vers les câbles. Mais si tu ne le fais pas, poursuivit la voix, il t'absorbera éventuellement. Comme il l'a fait avec nous. Tu es déjà connecté. Tu nous as déjà entendus. Ce n'est qu'une question de temps. Un piège. C'était un piège parfait. Le détruire me tuerait. Ne pas le détruire me condamnerait lentement. Alors j'ai eu une idée désespérée. Je ne le détruirai pas. Je le déconnecterai. Je couperai l'énergie progressivement, pas brusquement. Je démonterai le système pièce par pièce, permettant à l'énergie de se dissiper lentement. J'ai passé les 3 heures suivantes à travailler méthodiquement. J'ai débranché les câbles un par un. J'ai éteint les transmetteurs progressivement. J'ai démonté l'installation avec précaution, comme si je désactivais une bombe. Les voix criaient, imploraient, me maudissaient, me suppliaient de m'arrêter, me suppliaient de continuer. Un chaos d'opinions contradictoires. Mais j'ai continué, jusqu'à ce que finalement, le dernier transmetteur s'éteigne. La dernière lumière s'éteignit. Silence. Silence complet pour la première fois en heures. Et alors, très doucement, j'ai entendu un soupir collectif, comme si des centaines de personnes avaient expiré leur dernier souffle en même temps. Et puis, rien. Je suis descendu du sous-sol à l'aube. Le bâtiment semblait différent, plus léger, comme si un poids invisible avait été levé. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'ai trouvé. Qui me croirait? J'ai simplement démissionné le lendemain, en invoquant des raisons personnelles. Radio Millennium a fermé 3 mois plus tard. Des problèmes financiers, ont-ils dit. Mais je crois que le bâtiment n'avait simplement plus l'énergie sombre qui le maintenait actif pendant des décennies. Le bâtiment a été démoli l'année dernière. Maintenant, il y a un parking à sa place. Mais parfois, quand je passe en voiture là-bas tard dans la nuit, j'éteins la radio. Parce qu'occasionnellement, très occasionnellement, j'entends encore des voix dans le statique entre les stations. Des voix qui murmurent « merci ». Ou peut-être que ce n'est que mon imagination. Peut-être ont-ils été réellement libérés. Ou peut-être que certaines voix ne trouvent jamais le silence complet. Je ne sais pas. Et je préfère ne pas le découvrir.
C'est ce que Sébastien m'a raconté. Il m'a dit qu'il n'a jamais repris le travail à la radio, qu'il a maintenant un emploi complètement différent, loin de tout type de transmission. Si cette histoire t'a autant marqué que moi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as déjà travaillé à la radio, à la télévision ou dans tout autre média et que tu as vécu quelque chose d'inexplicable, j'aimerais connaître ta version. Parfois, il est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces expériences. Repose-toi bien, prends soin de toi, et on se retrouve bientôt pour la prochaine histoire. Cette expérience m'a été envoyée par un abonné de l'Équateur nommé Thomas, qui a vécu quelque chose d'inexplicable lors d'un camp d'été quand il avait 16 ans. Si jamais vous vous êtes perdu dans une forêt et que vous avez eu l'impression que quelque chose vous observait, que la forêt elle-même était vivante et consciente, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces histoires de lieux naturels qui semblent avoir une volonté propre me fascinent profondément. Ce que Thomas et ses amis ont trouvé dans cette forêt il y a 15 ans le hante encore. Et 3 des personnes qui étaient avec lui ce soir-là ne sont jamais redevenues les mêmes. Je m'appelle Thomas et j'ai 31 ans. Je vis à Quito, en Équateur, mais ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 16 ans, lors d'un camp d'été organisé par mon école dans une zone protégée des Andes équatoriennes. Ce fut la dernière fois que je suis entré dans une forêt la nuit, et après avoir entendu mon histoire, vous comprendrez pourquoi. En juillet 2008, mon école a organisé un camp d'1 semaine pour les élèves de terminale. C'était un programme de leadership et de connexion avec la nature. Nous étions 20 élèves, plus 3 professeurs superviseurs. Le lieu choisi était une réserve naturelle dans les montagnes, à environ 3 heures de Quito, avec une forêt nuageuse dense, des rivières cristallines et une biodiversité incroyable. Nous sommes arrivés un lundi après-midi. Nous avons établi le camp dans une grande clairière entourée d'arbres immenses couverts de mousse et de broméliacées. Il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. L'air était frais et humide, sentait la terre et la végétation, et le son constant des oiseaux et de l'eau créait une symphonie naturelle. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Nous avons fait des randonnées, appris sur la flore et la faune locale, et fait des exercices de travail en équipe. C'était amusant et éducatif, rien d'inhabituel. Mais mercredi soir, l'un des professeurs, M. Valdez, nous a raconté une histoire autour du feu de camp. C'était une tradition dans ces camps de raconter des histoires de terreur pour divertir les étudiants. M. Valdez était doué pour ces choses, il savait comment créer une atmosphère. « Savez-vous pourquoi cette zone est une réserve protégée ?» demanda-t-il en regardant les flammes. « Officiellement, c'est pour la biodiversité, pour protéger les espèces en danger. Mais il y a une autre raison. Une raison qui n'apparaît dans aucun document officiel. Nous nous sommes tous penchés en avant, intrigués. Monsieur Valdez avait notre attention totale. Il y a environ 50 ans, il y avait une petite communauté ici, pas plus de 30 familles. Ils vivaient de manière traditionnelle, en harmonie avec la forêt. Mais quelque chose s'est passé. Les détails sont confus, les histoires varient. Certains disent que c'était une épidémie. D'autres qu'il s'agissait d'un effondrement qui a enseveli le village. Et d'autres, il marqua une pause dramatique. D'autres disent que les enfants du village ont simplement disparu une nuit. Les 20 enfants de moins de 12 ans, tous ont disparu en même temps sans laisser de traces. Et que leur est-il arrivé ? Demanda mon amie Daniela d'une voix tremblante. Ils ne se sont jamais retrouvés. Ils ont cherché pendant des mois. Ils ont fouillé chaque centimètre de la forêt. Rien. C'était comme si la terre les avait engloutis. Monsieur Valdez regarda vers la sombre forêt qui nous entourait. Les parents ont finalement quitté le village, anéantis par la perte. Le gouvernement a déclaré la zone comme réserve protégée et a interdit aux gens d'y vivre. Officiellement pour protéger l'écosystème, officieusement. Pour tenir les gens éloignés de ce qui a pu emporter ces enfants. Penses-tu que quelque chose dans la forêt les a pris ? Demanda un autre étudiant, Carlos. Je ne sais pas quoi croire. Mais les gardes forestiers qui patrouillent en cette zone rapportent des choses étranges. Des voix d'enfants riant dans la nuit, des petites silhouettes se déplaçant entre les arbres. Et il y a une règle non écrite parmi les gardes, ne jamais, jamais suivre le son d'un enfant pleurant dans la forêt. Peu importe à quel point cela semble réel, ne le suis pas. L'histoire nous a laissés inquiets. Certains étudiants ont ri,
disant que ce n'était qu'un conte pour nous effrayer. D'autres, comme moi, étions perturbés, regardant l'obscurité de la forêt qui nous entourait. « C'est juste une histoire », a dit le professeur Rivera, un de nos superviseurs, pour vous divertir. Il n'y a rien à craindre dans la forêt, sauf de se perdre. C'est pourquoi nous avons la règle. Personne ne sort du campement la nuit sans un professeur. Compris ? Nous avons tous hoché la tête. Et cela aurait dû être la dernière mention du sujet. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose nous a réveillés, plusieurs d'entre nous. C'était un rire d'enfant, clair, joyeux, comme si quelqu'un jouait. Cela venait de la forêt. Je suis sorti de ma tente et j'ai vu que d'autres étaient également sortis. Carlos, Daniela, mon ami Miguel et 2 autres filles, Andrea et Fernanda. Nous regardions tous dans la direction d'où venait le son. « Vous entendez ça ?» a chuchoté Daniela. « Ce n'est qu'un animal, » dit Carlos, mais sa voix manquait de conviction. « Il y a des singes dans ces forêts qui font des sons qui ressemblent à des humains. » Mais ce n'était pas un rire de singe, c'était indéniablement humain. Et maintenant, il y en avait plus d'une. Plusieurs rires, superposés, comme s'il y avait un groupe d'enfants jouant dans la forêt sombre. « Nous devrions réveiller les professeurs », suggéra Andrea. Mais alors, les rires se transformèrent en quelque chose de plus. Des chants, des voix d'enfants chantant une chanson que je ne reconnaissais pas. La mélodie était étrange, antinaturelle, avec des intervalles musicaux qui sonnaient mal, dissonants. « Venez jouer », chantèrent les voix. « Venez jouer avec nous. Nous sommes seuls. Venez jouer. » Quelque chose dans ces voix était magnétique. Je ressentis une impulsion presque irrésistible de marcher vers la forêt et de suivre ces voix. D'après l'expression sur les visages de mes amis, ils ressentaient la même chose. « Non », dis-je à voix haute, autant pour eux que pour moi-même. « Rappelez-vous ce que M. Valdez a dit. On ne suit pas les voix d'enfants dans la forêt. »« Mais et s'ils sont de vrais enfants ?» dit Miguel. « Et s'il y a un village à proximité et que les enfants jouent ? À 2 heures du matin, au milieu d'une forêt sombre ?» répliqua Daniela. « Ça n'a pas de sens. » Mais Miguel était déjà en train de marcher vers le bord du camp. « Je vais juste regarder, je ne vais pas m'éloigner. »« Miguel, non !» l'ai-je appelé, mais il était déjà à la lisière des arbres, regardant vers l'obscurité. Et puis nous avons vu quelque chose qui nous a glacé le sang. Des lumières, de petites lumières brillantes se déplaçant entre les arbres, comme des lucioles mais plus grandes, plus brillantes. Et entre les lumières, des ombres de la taille d'enfants, courant, jouant, riant. « Venez !» appelèrent les voix. « Venez jouer, c'est amusant. Vous ratez la meilleure partie. » Miguel a fait un pas vers la forêt, puis un autre. « Miguel !» ai-je crié. J'ai couru vers lui et l'ai attrapé par le bras. « Que fais-tu » Il m'a regardé avec des yeux vitreux, comme s'il était en transe. « Je dois y aller. Ils m'appellent. Je peux les entendre. Ils ont besoin de moi. » Entre Carlos et moi, nous avons réussi à le tirer de nouveau vers les tentes. Miguel luttait contre nous, criant de le laisser partir, que les enfants l'attendaient. Le bruit a réveillé les professeurs. Monsieur Valdez est sorti de sa tente et a rapidement évalué la situation. Il a vu Miguel se battre, les lumières dans la forêt, a entendu les voix chanter. Son visage a pâli. « Tous dans vos tentes, maintenant, et ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez. » « Mais les voix, » a commencé à dire Andrea. « Elles ne sont pas réelles, » a coupé Monsieur Valdez avec fermeté. « Ou plutôt, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Entrez dans vos tentes, fermez les zips, bouchez-vous les oreilles si nécessaire, mais ne sortez pas. » Nous sommes entrés dans nos tentes comme il nous l'a ordonné. Je partageais ma tente avec Carlos et Miguel. Miguel continuait à murmurer sur les enfants, sur le fait qu'ils devaient aller jouer avec eux. « Miguel, tu dois résister, lui ai-je dit. Quoi que ce soit là dehors, ce ne sont pas des enfants normaux. Souviens-toi de l'histoire. »« Mais ils sont si heureux, » murmura Miguel. « Je peux les sentir. Ils veulent juste des amis. Ils sont si seuls. » Les voix continuèrent toute la nuit, chantant, riant, appelant. Les lumières dansaient entre les arbres. Et parfois, très clairement, nous pouvions voir les silhouettes des enfants, des dizaines d'entre eux, jouant dans la forêt sombre comme si c'était midi. Aucun d'entre nous ne dormit cette nuit-là. Nous restâmes éveillés, écoutant, résistant à l'envie de sortir. Miguel était le pire. Il fallut le retenir physiquement plusieurs fois lorsqu'il essayait de sortir de la tente. Quand le jour se leva enfin, les voix s'arrêtèrent. Les lumières s'éteignirent.
La forêt redevint simplement une forêt normale. Les professeurs se réunirent avec nous après le petit déjeuner. Ils avaient l'air épuisés, inquiets. « Ce que vous avez entendu hier soir, commença M. Valdez, n'est pas la première fois que cela se produit. Cela arrive occasionnellement dans cette région. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Certains l'appellent phénomène acoustique, illusion causée par des conditions atmosphériques spécifiques. D'autres croient que c'est quelque chose de plus. Les enfants disparus, demandai-je. Sont-ils eux? Je ne sais pas. Mais la règle reste la même, ne les suis pas. Les gens qui ont suivi ces voies, certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mais changés, comme piégés dans une sorte de transe dont ils ne se remettent jamais complètement. Nous devrions partir, dit le professeur Rivera, faire nos valises et retourner à Quito. Mais M. Valdez secoua la tête. Si nous partons maintenant, si nous laissons cela nous effrayer, nous leur donnons du pouvoir. De plus, pendant la journée, ils sont complètement inoffensifs. Ils ne sont actifs que la nuit. Comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Demanda Daniela avec suspicion. Monsieur Valdez hésita. Parce que j'étais dans un camp ici il y a 20 ans, et j'ai aussi entendu les voix, et j'ai vu ce qui est arrivé à ceux qui les ont suivis. Un lourd silence tomba sur le groupe. Finalement, nous avons décidé de rester, mais avec des précautions extrêmes. Cette nuit-là, nous dormirions tous dans une grande tente commune. Les professeurs feraient des rondes. Et personne, absolument personne, ne sortirait de la tente, peu importe ce qu'il entendait. Le jeudi s'est déroulé sans incident. Nous avons fait des activités pendant la journée, essayant de maintenir la normalité. Mais nous étions tous nerveux, regardant constamment vers la forêt, attendant que la nuit tombe. Quand il a finalement fait sombre, nous sommes tous entrés dans la grande tente. 20 étudiants plus 3 professeurs, tous entassés. C'était inconfortable, mais personne ne se plaignait. Il y avait de la sécurité dans les nombres. À minuit, cela a recommencé. Les rires, les chants, les lumières dansant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Les voix semblaient plus proches et plus insistantes. « Nous savons que vous êtes là », chantait-elle. « Nous pouvons les sentir, nous pouvons les ressentir. Pourquoi ne sortez-vous pas? Nous voulons juste jouer. » Puis ils ont commencé à nous appeler par nos noms, des noms qu'ils ne devraient pas connaître. « Miguel » appela une voix douce d'enfant. « Miguel, viens. Nous t'avons attendu. Nous te montrons des choses merveilleuses. » Miguel tremblait à mes côtés, se bouchant les oreilles. « Je ne peux pas. Je ne peux pas résister beaucoup plus. Ils veulent que j'y aille. »« Daniela » appela une autre voix. « Ton petit frère est ici. Il veut te voir. » Daniela sanglota. Son petit frère était mort 2 ans auparavant dans un accident. « C'est impossible. Il ne peut pas être là. » Andrea, Carlos, Fernanda, Thomas. Chacun de nos noms fut appelé, et avec chaque nom, la tentation de sortir grandissait de plus en plus. Et alors les voix changèrent de tactique. Elles commencèrent à sonner effrayées. « Veuillez nous aider », pleurait-elle. « Nous sommes perdus. Nous avons froid. Nous avons peur. S'il vous plaît, nous avons juste besoin que quelqu'un nous guide de retour. Il y a quelque chose dans la forêt qui nous poursuit, » cria une voix d'enfant avec une terreur authentique. « S'il vous plaît, adultes, aidez-nous. Il va nous attraper. » C'était déchirant. Chaque instinct humain criait que nous devions aider. Ce étaient des enfants effrayés. Comment pouvions-nous rester là sans rien faire? Andrea se leva. « Je ne peux pas rester ici pendant que des enfants sont en danger. Je ne peux pas. » Le professeur Rivera la saisit. « Ce ne sont pas de vrais enfants. C'est un piège. »« Comment sais-tu ça ?» pleura Andrea. « Et s'ils sont réels et que nous les abandonnons ?»« Parce que j'ai déjà vu ça, » dit M. Valdez d'une voix fatiguée. « Il y a 20 ans, un élève est sorti pour aider les voix. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard au fond des bois. Il était vivant mais vide. Comme si quelque chose avait enlevé tout ce qui le rendait humain. Il n'a jamais reparlé. Il n'a jamais reconnu personne. Il a passé le reste de sa vie dans une institution mentale, chantant ces mêmes chansons que nous entendons maintenant. Nous sommes tous restés figés. Monsieur Valdez n'avait jamais raconté cette partie de l'histoire. Les voix ont continué toute la nuit. Suppliques, menaces, promesses, chaque tactique imaginable pour nous faire sortir. Certains étudiants pleuraient, d'autres priaient. Miguel a dû être sédaté avec des médicaments que le professeur Rivera apportait pour les urgences car il était au bord d'une crise psychotique. Mais nous avons tenu bon. Personne n'est sorti.
Et quand le jour s'est levé, la forêt est redevenue silencieuse. « Nous y allons », déclara M. Valdez. « Aujourd'hui, je ne vais pas risquer une autre nuit ici. » Personne n'a argumenté. Nous avons emballé le campement en un temps record et avons commencé la marche de retour vers l'endroit où le bus nous attendait. Mais pendant que nous emballions, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Devant notre tente, sur le sol, il y avait des empreintes de petits pieds, d'enfants, formant un cercle complet autour de l'endroit où nous avions dormi. Ils avaient été là, juste à l'extérieur, toute la nuit, attendant. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste pris une photo avec mon téléphone portable et me suis dépêché de suivre le groupe. Le chemin de retour devait prendre 3 heures, mais cela nous a pris presque 5. La forêt semblait différente. Les sentiers que nous avions utilisés pour entrer n'étaient en plus clairs. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. C'était comme si la forêt ne voulait pas nous laisser partir. Et nous continuions à entendre des choses. Des rires lointains, des chants, de petits pas nous suivant mais toujours hors de vue. Finalement, quand le soleil commençait à se coucher et que nous commençons à paniquer à l'idée de devoir passer une autre nuit dans la forêt, nous avons trouvé le chemin. Nous sommes arrivés au bus, juste au moment où il faisait sombre. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir la civilisation. Nous sommes tous montés dans le bus en silence, épuisés, traumatisés. Le voyage de retour à Quito a été silencieux. Personne ne parlait. Nous regardions tous par les fenêtres, espérant voir de petites silhouettes suivant le bus. Mais nous n'avons rien vu. Une fois sortis de la réserve, la sensation d'être observés a disparu. Quand nous sommes arrivés à l'école, nos parents nous attendaient, inquiets parce que nous arrivions en retard. Les professeurs leur ont dit qu'il y avait eu des complications logistiques, mais que nous allions tous bien. Mais nous n'allions pas bien, surtout Miguel. Dans les jours suivants, Miguel se détériora. Il cessa de manger, il cessa de dormir. Il ne faisait que s'asseoir à regarder par la fenêtre, murmurant sur les enfants qui l'appelaient encore. Ses parents l'emmenèrent chez des médecins, des psychologues, des psychiatres. Personne ne pouvait l'aider. 1 mois après le camp, Miguel a disparu. Il est sorti de chez lui au milieu de la nuit et n'est jamais revenu. La police a cherché pendant des semaines. Ils ont finalement trouvé ses vêtements près de l'entrée de la même réserve où nous avions campé. Mais il n'a jamais été retrouvé. Je savais ce qui s'était passé. Il était revenu. Les voix l'avaient enfin convaincu. Il était revenu jouer avec les enfants de la forêt. Andrea et Fernanda ont également été affectés. Andrea a développé une phobie sévère des espaces ouverts, en particulier des zones avec des arbres. Fernanda a commencé à avoir des cauchemars constants sur des enfants qui la poursuivaient. Le reste d'entre nous a porté le traumatisme de différentes manières. Daniela a déménagé dans une autre ville et a coupé tout contact avec tous ceux qui étaient au camp. Carlos est devenu obsédé par l'étude du phénomène, cherchant des explications scientifiques ou historiques. Moi, j'essaie simplement d'oublier, mais je ne peux pas oublier complètement. Parce que parfois, surtout lors des nuits silencieuses, je peux les entendre. Faibles, lointains, mais là, les rires, les chants, et mon nom murmuré comme une invitation. J'ai enquêté sur les enfants disparus que M. Valdez avait mentionnés. J'ai trouvé des références dans des archives de vieux journaux. En 1957, 20 enfants d'une communauté rurale ont disparu au cours d'une semaine. Un par un, ils sortaient à la nuit et ne revenaient jamais. Les recherches n'ont rien trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Ce n'était pas le seul incident. Tous les 20 ou 30 ans depuis 1920, il y avait des rapports de disparition dans cette région. Toujours des enfants, toujours en groupe, toujours sans trace. Et les survivants, ceux qui étaient proches mais n'ont pas disparu, rapportaient tous la même chose. Des voix, des rires, des lumières dans les bois, des appels irrésistibles. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose d'ancien, quelque chose qui collectionne des enfants, ou qui se nourrit d'eux, ou qui les transforme en quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement ce que sont ces enfants que nous avons vus, s'ils sont les esprits des disparus, piégés et contraints d'attirer d'autres victimes, ou s'ils sont quelque chose de plus primordial, quelque chose qui existait avant qu'il y ait des humains dans ces forêts, quelque chose qui imite simplement la forme d'enfant parce qu'il a appris que c'est le meilleur piège. Ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours là, en attente, jouant, chantant, cherchant de nouveaux compagnons pour leur jeu éternel. Et parfois je me demande, Miguel regrette-t-il, à un niveau conscient, piégé avec ces êtres, regrette-t-il d'avoir cédé à leurs appels?
Ou est-il tellement perdu dans ce qu'ils sont maintenant qu'il ne se souvient plus de ce que c'était d'être humain? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste des avertissements. Si jamais vous êtes dans une forêt la nuit et que vous entendez des voix d'enfants. Si vous entendez des rires là où il ne devrait pas y avoir d'enfants. Si vous voyez des lumières danser entre les arbres et de petites ombres jouer dans l'obscurité, ne les suivez pas. Peu importe à quel point cela semble réel. Peu importe à quel point les supplications sont convaincantes. Peu importe s'ils utilisent les noms de personnes que vous connaissez ou aimez. Éloignez-vous. Sortez de la forêt. Et ne regardez pas en arrière. Parce que les enfants de la forêt sont patients. Ils peuvent attendre. Et s'ils réussissent à attirer votre attention, s'ils parviennent à planter cette graine de curiosité ou de compassion dans votre esprit, ils ne vous laisseront jamais partir complètement. Ils seront toujours là, au fond de votre conscience, chuchotant, appelant, attendant le moment où votre volonté sera suffisamment faible. Attendant que vous reveniez jouer avec eux. Pour toujours. C'était l'histoire que Thomas m'a partagée. Miguel n'a jamais été retrouvé et est officiellement toujours porté disparu. Thomas m'a dit qu'il n'est jamais retourné camper et qu'il évite complètement les forêts denses. Il dit que les voix sont devenues plus faibles au fil des ans mais n'ont jamais complètement disparu. Si jamais tu as entendu quelque chose de similaire dans une forêt, des voix ou des rires qui n'avaient pas d'explication, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires de lieux qui piègent les gens m'intéressent profondément. Si tu as aimé ce récit, abonne-toi pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que toutes les voix dans la forêt ne sont pas ce qu'elles semblent être. On se retrouve la prochaine fois. Infirmier R, qui travaille comme infirmier R de nuit, m'a envoyé ce récit il y a quelques jours. Elle préfère rester anonyme, et je le respecte complètement. Si tu écoutes cela et que tu travailles de nuit, tu comprendras probablement cette sensation de solitude que l'on ressent parfois dans les couloirs vides au petit matin. Si quelque chose d'inexplicable t'est arrivé lors de ton travail de nuit, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par les expériences partagées, surtout celles de ceux qui travaillent quand le reste du monde dort. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à cet infirmier dans un hôpital de Buenos Aires, lors d'une nuit qui a changé à jamais sa façon de voir sa profession. Je travaille comme infirmier R depuis 11 ans. Mon nom n'a pas d'importance, mais mon histoire, oui, parce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre sache ce que j'ai vu cette nuit-là. J'ai besoin que quelqu'un comprenne pourquoi je ne peux plus travailler de nuit. Tout a commencé en septembre 2022. Je travaillais à l'hôpital général San Martin à Buenos Aires. C'était un grand hôpital public, avec plus de 300 lits répartis sur 8 étages. J'étais affecté au 4e étage, l'aile de médecine interne, où nous recevions principalement des patients âgés atteints de maladies chroniques. Le service de nuit était de 10h du soir à 6h du matin. À cette heure-là, l'hôpital se transformait. L'agitation du jour, médecins qui couraient, familles qui visitaient, le son constant des conversations disparaissait. Il ne restait que le bourdonnement des machines, les bips occasionnels des moniteurs et le silence lourd qui n'existe que dans les hôpitaux la nuit. J'appréciais ce service étrangement. Il payait mieux et il y avait moins de supervision, moins de bureaucratie. On pouvait faire son travail tranquillement, prendre soin de ses patients sans les interruptions constantes du jour. Le 4e étage comptait 40 lits répartis dans 20 chambres. Pendant mon service, il y avait généralement entre 20 et 30 patients hospitalisés. Je travaillais avec une autre infirmière, Daniela, et un médecin de garde qui tournait entre plusieurs étages. La chambre 427 m'avait toujours mis mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien objectivement de mal avec elle. C'était une chambre standard, 2 lits, une fenêtre donnant sur le parking, une salle de bain partagée, les murs typiques, couleur crème institutionnelle. Mais il y avait quelque chose dans l'air de cette chambre, quelque chose de froid, quelque chose qui donnait envie de partir rapidement. Les autres infirmiers le ressentaient aussi. Nous n'en discutions jamais ouvertement, mais je remarquais comment tous évitaient de passer du temps inutilement là-bas. On entrait, on faisait ce qu'on avait à faire,
Et on sortait. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La chambre 427 avait 2 patients. Sur le lit A se trouvait Monsieur Germain Flores, un homme de 72 ans souffrant d'insuffisance cardiaque congestive. C'était un patient doux, toujours souriant malgré son état. Sur le lit B se trouvait Madame Béatrice Navarro, 84 ans, en train de se remettre d'une pneumonie. Je suis entré dans la chambre vers 11 heures pour vérifier ses signes vitaux. Monsieur Flores était éveillé, lisant un livre sous la lumière tamisée de sa lampe individuelle. « Bonsoir, Don German », ai-je dit avec un sourire. « Comment vous sentez-vous ?»« Bien, bien », a-t-il répondu d'une voix rauque. « Je ne peux pas dormir. Le cœur bat très vite ce soir. » J'ai vérifié son moniteur. Effectivement, il avait une tachycardie légère. Rien d'alarmant, mais notable. « Vous avez mal aux poitrines ?»« Non, il bat juste vite. Et il y a autre chose. » Il a hésité. « Que se passe-t-il ? Ressentez-vous qu'il fait froid ici ?» Maintenant que je le mentionnais, oui, la chambre était considérablement plus froide que le reste de l'étage. Je pouvais voir ma propre respiration formée de petits nuages. Je vais vérifier le thermostat, ai-je dit. Le climatiseur doit être réglé très haut. Ce n'est pas seulement ça, dit Monsieur Flores en baissant la voix. C'est que, voyez-vous cette femme dans le coin? Mon sang s'est glacé plus que la pièce. Quelle femme, Don German? Il désigna le coin le plus sombre de la pièce, près de la salle de bain. Cette femme, celle qui est là-bas, elle est là depuis environ 1 heure, juste à me regarder. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière, mais elle ne bouge pas. Elle ne dit rien. Je regardais dans la direction qu'il indiquait. Il n'y avait personne. Don German, il n'y a personne là-bas. Peut-être que la médication lui fait voir des choses. C'est normal. Je sais ce que je vois, insista-t-il d'une voix ferme malgré son âge. C'est une jeune femme, très pâle, avec une chemise de nuit d'hôpital, et elle me regarde fixement. Vraiment, vous ne la voyez pas? Un frisson me parcourut le dos. J'essayais de garder mon calme professionnel. Je ne vois personne, Don German, mais je vais appeler le médecin de garde pour qu'il vérifie votre médication, d'accord? Il acquiesça, mais continuait à regarder vers ce coin avec des yeux très grands. Je suis sorti de la chambre plus vite que prévu. Dans le couloir, je suis tombé sur Daniela. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air pâle. » Le patient de la 427 a des hallucinations. Il dit voir une femme dans la chambre. Daniela fronça les sourcils. « La 427 ? Encore cette chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par « encore » Elle baissa la voix. « Nous ne voulons pas parler de ça parce que ça paraît ridicule, mais... » Plusieurs patients qui ont été dans cette chambre rapportent de voir une femme. Toujours la même description. Jeune, pâle, avec une chemise d'hôpital. Certains disent qu'elle ne fait que les regarder. D'autres disent qu'elle s'approche d'eux pendant la nuit. Et vous ne l'avez jamais signalé? Signalé quoi? Que les patients âgés, beaucoup d'entre eux atteints de démence ou sous médication forte, ont des hallucinations. Ce n'est pas exactement inhabituel dans un hôpital. J'avais raison, mais quelque chose dans mon estomac me disait que c'était différent. « As-tu déjà découvert l'histoire de cette chambre ?» ai-je demandé. Daniela haussa les épaules. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, il y a des années, peut-être dans les années 80 ou 90, une jeune patiente y est morte. Quelque chose à propos d'une complication chirurgicale. Mais ce ne sont que des rumeurs. Tu sais comment c'est, il y a toujours des histoires. » Minuit passa. Je fis mes rondes habituelles. Tout était calme. Les patients dormaient ou se reposaient. Les machines bourdonnaient leur symphonie constante. À 1 heure du matin, l'alarme de la chambre 427 retentit. Je courais là-bas. Le moniteur de M. Flores montrait une tachycardie sévère.
Quand je suis entré, il était assis sur le lit, appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel, les yeux écarquillés et la respiration haletante. Il s'est approché de mon lit, criait-il. Il était juste ici, en train de me regarder, si près que je pouvais voir son visage. « Calmez-vous, monsieur German, s'il vous plaît », dis-je en vérifiant rapidement ses signes vitaux. Son cœur bat vite. J'ai besoin qu'il respire profondément. Je ne deviens pas fou, insista-t-il. Il était là, aussi réel que vous maintenant. Madame Navarro s'était réveillée avec la commotion. « Que se passe-t-il? Que criez-vous » demanda-t-elle confuse. « Tout va bien, Madame Béatrice. Monsieur German a simplement fait un cauchemar. » Ce n'était pas un cauchemar. Monsieur Flores m'a attrapé le bras avec une force étonnante. « Écoutez-moi bien, jeune homme. Cette femme n'est pas une hallucination, elle est réelle, et elle veut quelque chose. » « Que veut-elle » ai-je demandé, plus pour le calmer que parce que je croyais vraiment ce qu'il disait. Je ne sais pas, mais quand il s'est approché, il a ouvert la bouche comme s'il allait parler, et j'ai pu voir, il hésita, tremblant. Il n'avait pas de langue. Sa bouche était vide, juste l'obscurité. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre. Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre, sauf par les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente morte dans cette chambre, il devait y avoir un enregistrement. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol, où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. J'ai éteint les lumières et je suis resté là, dans l'obscurité, avec l'oreille collée au mur. Au début, rien. Juste le son étouffé des moniteurs de l'autre côté. Puis, je l'ai entendu. Doucement au début, presque imperceptible. Des pleurs, un sanglot étouffé, comme si quelqu'un essayait de pleurer sans faire de bruit. Cela venait de la chambre 427. Je me suis éloigné du mur, le cœur battant à tout rompre. Était-ce Monsieur Flores, Madame Navarro? Mais cela semblait différent, plus jeune, plus désespéré. Je suis sorti de la chambre 425 et j'ai marché vers la 427. Les pleurs devenaient plus forts. Cela venait définitivement de là. J'ai posé ma main sur la poignée, hésitant. Puis, les pleurs se sont arrêtés brusquement. Et une voix, claire, féminine, désespérée, a parlé de l'autre côté de la porte. « Aide-moi !» Ma main s'est figée sur la poignée. Ce n'était pas la voix de Madame Navarro. Ce n'était pas celle de Monsieur Flores. C'était une autre personne. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas leur dire. Aidez-moi. Poussez la porte lentement. La pièce était éclairée uniquement par la lumière tamisée des moniteurs. Monsieur Flores dormait profondément, sédaté. Madame Navarro dormait également, sa respiration régulière et calme. Il n'y avait personne d'autre, mais la température était glaciale. Mon souffle formait des nuages denses devant mon visage. Et alors je l'ai vu. Dans le coin, où Monsieur Flores avait indiqué quelques heures plus tôt, il y avait une silhouette. C'était une jeune femme, exactement comme on l'avait décrite. Pâle, trop pâle, avec une chemise d'hôpital qui semblait décolorée. Ses cheveux foncés tombaient sur ses épaules, et elle me regardait avec des yeux qui semblaient infiniment tristes. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais que la regarder. Elle fit un pas vers moi, puis un autre. Ses pieds ne faisaient pas de bruit sur le sol. Elle ouvrit la bouche et essaya de parler, mais comme Monsieur Flores l'avait dit, elle n'avait pas de langue, juste l'obscurité dans sa bouche, juste le silence. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre.
Il y a quelque chose de mauvais ici, quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre, sauf pour les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente décédée dans cette chambre, il devait y avoir une trace. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avril 1994. Patiente. Sofia Romero. Âge 26 ans. Chambre 427. Sofia était entrée pour une chirurgie de la thyroïde de routine, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Pendant l'opération, il y a eu des complications avec l'anesthésie. Elle a subi des lésions cérébrales par manque d'oxygène et est restée dans un état végétatif. Elle a été maintenue en vie par un support vital dans la chambre 427 pendant 3 mois pendant que sa famille décidait quoi faire. Finalement, ils ont débranché les machines. Sofia est morte dans cette chambre à 2h47 du matin, le 15 juillet 1994. Il y avait une note dans le dossier, écrite à la main par une infirmière, patient lucide dans les dernières minutes avant le décès. Elle a essayé de parler mais n'a pas pu en raison des lésions neurologiques. Elle semblait anxieuse. Elle est morte les yeux ouverts. J'ai fermé le dossier avec des mains tremblantes. Sofia Romero, 26 ans. Toute une vie devant elle, arrachée par une erreur médicale. Je suis retourné au 4e étage. Il était 2h du matin. Tout était calme. Je suis passé devant la chambre 427. La porte était fermée. Je pouvais entendre le doux ronflement de Monsieur Flores. J'ai décidé de faire quelque chose qui était probablement une stupidité. J'ai entré dans la chambre vide à côté, la 425, qui partageait un mur avec la 427. Je voulais écouter s'il y avait quelque chose d'inhabituel, un son qui pourrait expliquer les visions des patients. Mais d'une certaine manière, j'ai entendu sa voix dans mon esprit. Ce n'étaient pas des mots, c'était des sentiments, désespoir, peur, frustration, la terreur absolue d'avoir quelque chose d'urgent à dire et de ne pas pouvoir le faire, d'être piégé, invisible, ignoré. Je voulais lui dire quelque chose, je voudrais qu'il sache. Elle a tendu la main vers moi. Je tremblais. Et alors, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a disparu, comme de la fumée, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, dans l'obscurité, avec les jambes qui tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Je suis sorti de la pièce et je suis allé directement au fichier de mon ordinateur. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur Sofia Romero. J'ai appelé une collègue qui avait travaillé à l'hôpital dans les années 90. Je lui ai demandé des nouvelles du dossier. « Oh, ce cas », dit-il avec un soupir. C'était terrible. Erreur d'anesthésie. L'anesthésiste a mal dosé. La fille est restée dans un état végétatif. Mais le pire, c'est qu'il y avait des preuves qu'elle pouvait entendre, qu'elle était consciente là-dedans, piégée dans son propre corps, mais personne ne s'en est rendu compte. Elle est morte consciente mais incapable de communiquer. C'était l'horreur. Sofia était consciente pendant 3 mois, écoutant tout, ressentant tout, mais totalement incapable de bouger ou de parler. Et elle est morte ainsi, avec quelque chose à dire mais sans moyen de le faire. Était-ce cela qui restait? Son désespoir de communiquer, si fort qu'il transcendait la mort? Je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que cette nuit-là, après ma rencontre, quelque chose a changé dans la chambre 427. Les patients ont cessé de rapporter des visions. La température est revenue à la normale. C'était comme si enfin quelqu'un l'avait entendu, comme si cela suffisait. Mais je n'ai pas pu continuer à y travailler. J'ai demandé mon transfert en équipe de jour. Et après 6 mois, j'ai quitté cet hôpital complètement. Parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais, son expression désespérée, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux, ses mains tendues, suppliant. Maintenant, je travaille dans un nouvel hôpital, plus moderne, sans histoire, sans chambres hantées. Mais parfois, dans le silence profond de la nuit, quand je suis seul dans les couloirs, j'entends un cri lointain. Et je me demande combien d'autres voix sont là dehors, piégées, attendant désespérément que quelqu'un les entende. Combien d'histoires sont restées non racontées. Combien de supplications sont restées sans réponse. Voici le témoignage que cet infirmier m'a partagé. Il m'a dit qu'écrire cela
l'avait aidé à traiter ce qu'il avait vécu, même s'il n'a pas encore toutes les réponses. Si vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez déjà ressenti des présences dans des endroits où il y a eu de la souffrance, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être validées, elles doivent être écoutées. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Prends bien soin de toi et repose-toi bien. On se retrouve à la prochaine. Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Marcos qui a travaillé pendant 1 an dans une station-service en bordure de route à l'extérieur de Monterrey, au Mexique. Ce qu'il m'a raconté sur ces quarts de nuit est quelque chose que quiconque ayant travaillé seul la nuit peut parfaitement imaginer, et c'est précisément ce qui le rend si effrayant. Si vous avez déjà travaillé seul lors d'un quart de nuit et ressenti que quelque chose n'allait pas, que quelque chose vous observait depuis l'obscurité, partagez-le dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont les endroits les plus ordinaires peuvent devenir complètement différents lorsque la nuit tombe. Maintenant, voici l'histoire de Marcos et ce qu'il a découvert. Il visitait la station-service chaque matin, à l'aube, toujours à la même heure, demandant toujours la même chose. Je m'appelle Marcos et j'ai travaillé dans une station-service sur la route pendant 11 mois. C'était un travail horrible, mais j'avais besoin d'argent. Je venais de sortir de l'université, j'avais des prêts étudiants à rembourser et trouver un emploi dans mon domaine était presque impossible. Alors, quand j'ai vu l'annonce de caissier de nuit avec un bon salaire, j'ai postulé immédiatement. La station-service était sur la route de Saltillo, à environ 30 km de Monterrey. C'était l'une de ces petites stations monomarques, avec 4 pompes, une petite boutique et des toilettes. Pendant la journée, il y avait 2 employés. La nuit, de 11h du soir à 7h du matin, vous étiez complètement seul. Le propriétaire, Don Raoul, était un homme d'une 50aine d'années, sérieux mais correct. Lorsqu'il m'a embauché, il m'a donné les instructions de base. Comment faire fonctionner les pompes, comment gérer l'argent liquide, que faire en cas d'urgence. Il m'a donné une radio pour communiquer avec lui si quelque chose se produisait, bien qu'il ait admis que la réception était irrégulière dans cette zone. « As-tu déjà travaillé seul de nuit auparavant ?» me demanda-t-il. « Non, mais ça ne me pose pas de problème. » Il acquiesça, mais il y avait quelque chose dans son expression. Un doute, une inquiétude. « Écoute Marcos, je vais être honnête avec toi. C'est un travail solitaire. Certaines nuits, personne ne passe pendant des heures. Et ce tronçon de route, il arrive parfois des choses étranges. » Quel genre de choses étranges ? Rien de nécessairement dangereux, juste étrange. Des clients rares à des heures rares. Si quelque chose te met mal à l'aise, fais confiance à ton instinct. Ferme la boutique, reste dans la cabine de paiement et appelle la police si nécessaire. Je pensais qu'il exagérait, qu'il parlait probablement de ivrogne ou de personnes suspectes. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mon premier tour a été un mardi. Je suis arrivé à 11h précises. Le garçon de l'équipe du soir, Luis, m'a rapidement montré où tout était et est parti en courant. Il semblait pressé de partir. « Bonne chance, mon frère !» C'était tout ce qu'il a dit avant de monter sur sa moto et de disparaître sur la route. Et là, je suis resté seul. La station-service était éclairée par des néons puissants qui créaient un cercle de lumière brillante au milieu de l'obscurité totale de la route. Au-delà de ce cercle lumineux, il n'y avait que du noir. Le terrain autour était désert. Sans maison, sans arbres, juste une terre stérile qui disparaissait dans l'obscurité. Les premières heures ont été occupées. Des camionneurs faisant des pauses nocturnes, quelques automobilistes, des gens rentrant tard chez eux. Mais après 1h du matin, le trafic est devenu sporadique. Une voiture toutes les 20 ou 30 minutes. Et après 3 heures, presque rien. Le silence était oppressant. Seul le bourdonnement des néons et le passage occasionnel d'un camion sur la route sans s'arrêter. Je restais à la caisse, regardant des vidéos sur mon téléphone, essayant de ne pas penser à combien je me sentais seul. Ma première semaine s'est déroulée sans incident. Je commençais à m'habituer au rythme. C'était ennuyeux mais supportable. Le salaire était bon, je pouvais le supporter. Mais la deuxième semaine, c'est là que j'ai rencontré la femme en robe blanche. C'était un jeudi, vers 3h30 du matin. J'étais à moitié endormi dans la cabine quand j'ai entendu la cloche qui sonnait chaque fois qu'une voiture passait sur le tuyau d'air à l'entrée. Ding, ding. Je me suis redressé,
espérant voir une voiture s'approcher des pompes. Mais il n'y avait aucune voiture. La station-service était vide. Je fronce les sourcils. Parfois, la cloche sonnait par erreur, activée par le vent ou un animal. J'étais sur le point de l'ignorer quand je l'ai vue. Une femme se tenait juste au bord du cercle de lumière, là où l'éclairage de la station-service rencontrait l'obscurité de la route. Elle portait une longue robe blanche, comme d'une époque ancienne. Ses cheveux étaient foncés et longs, tombant sur ses épaules. Et elle était simplement là, immobile, regardant vers la station-service. Ma première pensée a été que j'avais eu un accident. Peut-être que sa voiture était tombée en panne dans l'obscurité et qu'elle avait marché jusqu'ici pour chercher de l'aide. Je suis sorti de la cabane. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Elle ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle continua simplement à regarder. Je m'approchais de quelques pas. Maintenant, je pouvais mieux la voir. Elle était jeune, peut-être 25 ans. Son visage était pâle, trop pâle. Et ses yeux. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. Ils étaient fixes, sans cligner, comme ceux d'une poupée. « Ça va ? Avez-vous eu un accident ?» Elle parla enfin. Sa voix était douce, presque un murmure, mais clair dans le silence de la nuit. « Avez-vous de l'eau ?»« De l'eau ? Oui, bien sûr. Il y a des bouteilles au magasin. Entrez. » Elle ne bougea pas. « Avez-vous de l'eau ?» répéta-t-elle, avec exactement le même ton, comme si c'était un enregistrement. « Oui, madame. Il y a de l'eau à l'intérieur. Entrez, je vous la donnerai. » Elle se retourna lentement et commença à marcher vers l'obscurité, s'éloignant de la station-service. « Attendez, où allez-vous ?» Mais elle continua à marcher. En quelques secondes, l'obscurité l'a complètement engloutie. Elle a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, confus. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi a-t-elle demandé de l'eau puis s'est-elle simplement enfuie? J'ai cherché dans l'obscurité avec ma lampe de poche, mais je n'ai rien vu. Aucun véhicule en panne, aucun signe que quelqu'un ait été là. Je suis retourné à la cabane, inquiet. Peut-être était-ce une femme avec des problèmes mentaux, peut-être était-elle désorientée. J'aurais dû insister davantage pour l'aider, mais quelque chose en moi me disait que j'avais bien fait de ne pas la suivre dans l'obscurité. La nuit suivante, vendredi, elle est revenue, même heure, 3h30 du matin. La sonnette a retenti. Ding ding. Et là, elle était là, debout exactement au même endroit, au bord de la lumière. Même robe blanche, même longue chevelure, même posture immobile. Ma peau s'est hérissée. Je suis sorti de la cabane, mais cette fois je ne me suis pas approché autant. « Madame, êtes-vous celle d'hier soir ?» Elle m'a regardé avec ses yeux fixés, sans cligner des yeux. « Avez-vous de l'eau ?» Les mêmes mots, le même ton exact. « Oui, nous avons de l'eau. Voulez-vous que je vous l'apporte ? Avez-vous de l'eau ?» Ce n'était pas une conversation. C'était comme si je ne pouvais dire que cette phrase, comme un disque rayé. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous avez besoin d'aide, je peux appeler quelqu'un. » Elle a fait demi-tour et a marché vers l'obscurité, exactement comme la nuit précédente. Même pas, même rythme, et elle a disparu. Cette fois, j'ai vérifié les caméras de sécurité. La station-service avait 4 caméras, une pointant de chaque côté. J'ai rembobiné jusqu'au moment précis. Les caméras montraient la station-service vide. Il n'y avait personne au bord de la lumière. Il n'y avait aucune femme en robe blanche. Juste moi sortant de la cabane, parlant apparemment dans le vide, puis retournant à l'intérieur. Mais je l'avais vu, aussi clairement que je me vois moi-même. J'avais été là, je lui avais parlé. Pourquoi les caméras ne l'ont-elles pas capturé? La 3e nuit, samedi, j'ai décidé d'être prêt. Je suis resté dans la cabane avec les portes fermées. J'avais mon téléphone en train d'enregistrer, pointé vers l'extérieur. Quand elle apparaîtrait, je l'enregistrerai. J'aurais une preuve. 3h30 du matin. Ding ding. Elle était là. Même position. Même robe. Cette fois, je ne suis pas sorti. Je l'ai simplement observée de l'intérieur de la cabane, avec mon téléphone en train d'enregistrer. Elle est restée là pendant une trentaine de secondes. Puis, sans que personne ne sorte pour la voir, elle a dit à voix haute « Avez-vous de l'eau ?» Sa voix a traversé clairement les murs de la cabane, même si elle ne devrait pas pouvoir l'entendre si bien de l'intérieur. J'ai attendu. Je n'ai pas répondu. Elle a répété « Avez-vous de l'eau ?» Et alors, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a commencé à marcher, pas vers l'obscurité comme les nuits précédentes, vers la station-service, vers moi.
Mon cœur battait sauvagement. J'ai vérifié que la porte de la cabane était bien verrouillée. C'était le cas. Elle marchait lentement, ses pieds touchant à peine le sol. Et tandis qu'elle s'approchait, je pouvais voir plus de détails sous la lumière brillante. Sa robe n'était pas seulement blanche, elle était mouillée, coulée. Elle laissait une traînée d'eau derrière elle en marchant. Et sa peau n'était pas seulement pâle, elle avait une teinte bleutée, comme un cadavre. Elle s'est arrêtée juste devant la porte de la cabane. Nous n'étions séparés que par le verre. Je pouvais voir son visage clairement maintenant. Ses yeux n'étaient pas seulement fixés, ils étaient morts, sans vie, sans âme. Juste des orbites vides, regardant sans voir. Et sa bouche. Quand elle a parlé cette fois, sa bouche ne bougeait pas de façon naturelle. Elle s'ouvrait trop, comme une charnière cassée. « Avez-vous de l'eau ?» L'eau continuait de goûter de sa robe, formant une flaque à ses pieds. « Non, » murmurait. « Nous n'avons pas d'eau. Va-t'en, s'il te plaît. Pars !» Elle pencha la tête d'une manière impossible, trop loin, comme si son cou n'avait pas d'os. « J'ai besoin d'eau. Je suis en train de sécher. » Et alors j'ai vu quelque chose qui a failli faire éteindre mon esprit. Sa peau a commencé à se fissurer, littéralement, comme de la terre sèche. Des fissures apparaissaient sur son visage, sur ses bras, sur chaque centimètre de peau visible. Et de ces fissures, au lieu de sang, sortait de l'eau sale, boueuse. J'ai crié. Je ne pouvais pas m'empêcher. Et au moment où j'ai crié, elle a disparu. Elle n'était plus là. La mare d'eau restait sur le sol, mais elle s'était évaporée. Elle tremblait de façon incontrôlable. J'ai vérifié mon téléphone. La vidéo montrait la station-service vide. Aucune femme, aucune mare d'eau. Juste moi, assis dans la cabane, regardant dans le vide. Mais quand j'ai ouvert la porte de la cabane, la mare d'eau était toujours là, réelle, tangible. Je pouvais la toucher. Elle était froide et sentait l'eau stagnante comme l'eau d'un vieux lac. J'ai appelé Don Raoul immédiatement, à 4 heures du matin. « Marcos, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?»« Non, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose ici. Une femme. Elle apparaît toutes les nuits à 3h30. Elle demande de l'eau. Et cette nuit, elle s'est approchée et moi, j'ai vu... » Je ne pouvais pas l'expliquer de manière cohérente. Don Raoul poussa un soupir lourd. « La femme en robe blanche. J'aurais dû te le dire dès le début. Tu en sais quelque chose? Tous les employés de nuit la voient éventuellement. C'est pourquoi personne ne tient longtemps en poste de nuit. Le garçon avant toi n'a résisté que 3 semaines. Qui est-elle? Qu'est-ce que c'est? Il y a environ 15 ans, une femme s'est noyée dans un canal d'irrigation près d'ici. Sa voiture a quitté la route lors d'une tempête. La voiture est tombée dans le canal et elle n'a pas pu en sortir. Elle a été retrouvée quelques jours plus tard. Elle portait une robe blanche. Elle allait à un mariage. Et pourquoi apparaît-elle ici? La station-service a été construite juste à l'endroit où se trouvait le canal. Ils l'ont comblé il y a environ 20 ans et ont construit la station dessus. Je pense qu'elle ne sait pas que le canal n'existe plus. Elle continue de chercher de l'eau, elle continue d'essayer, je ne sais pas, peut-être retourner là où elle est morte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? Parce que si je te l'avais dit, tu n'aurais pas accepté le travail. Écoute, elle ne fait pas de mal, elle apparaît, demande de l'eau et s'en va. Ignore-la simplement. Reste à l'intérieur à 3h30 et laisse-la faire ce qu'elle doit faire. Mais ce soir, elle s'est approchée et je l'ai vue. Elle a commencé à se fissurer. De l'eau sortait de sa peau. Il y eut une longue pause. Je n'avais jamais entendu dire qu'il fasse cela. Il ne s'était jamais approché autant de personnes. Marcos, si tu veux démissionner, je comprends parfaitement. Je te paierai les 2 semaines complètes. J'aurais dû démissionner sur le champ. Toute personne saine d'esprit l'aurait fait. Mais j'avais désespérément besoin d'argent. Et une partie stupide de moi pensait que peut-être si je l'ignorais simplement, si je restais à l'intérieur avec les portes fermées, ça irait. Je vais continuer, dis-je. Mais si elle s'approche à nouveau, je pars immédiatement. Compris. Garde mon numéro en numérotation rapide. Et Marcos, ne quitte pas la cabine après 15h15, peu importe quoi. J'ai continué à travailler. Chaque nuit était une torture d'anticipation en attendant 15h30. Et chaque nuit, elle apparaissait.
Parfois, elle restait au bord de la lumière, d'autres fois, elle marchait plus près. Mais elle ne s'est jamais approchée autant que cette première fois. Toujours la même question. Avez-vous de l'eau? Toujours la robe blanche mouillée. Toujours ses yeux morts. J'ai appris à l'ignorer. Je mettais des écouteurs avec de la musique forte. Je ne regardais pas dehors entre 3h30 et 4h. J'attendais simplement que cela passe. Mais alors, 2 mois après avoir commencé, quelque chose a changé. C'était une nuit pluvieuse. Forte tempête, éclairs, tonnerre. Le genre de nuit où presque personne n'est sur la route. J'étais dans la cabane, écoutant la pluie frapper le toit en métal. 3h30 du matin. La sonnette n'a pas retenti. Elle ne pouvait pas sonner avec la tempête. Mais quelque chose m'a fait regarder dehors. Elle était là. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres figures avec elle. 5, peut-être 6, toutes vêtues de vêtements mouillés, toutes avec cette peau pâle et bleutée, toutes regardant vers la station-service. Et toutes ont commencé à marcher vers moi en même temps. Non, 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 répétai-je, reculant dans la cabane. Elles se sont approchées des fenêtres, ont pressé leur visage contre le verre, laissant des marques d'eau. Leurs bouches s'ouvraient et se fermaient sans synchronisation, comme des poissons hors de l'eau. Et tous parlaient en même temps, leurs voix se superposant dans un horrible chœur. Oh, nous avons besoin d'eau. Rends-nous l'eau. Ils nous ont privés d'eau. Où est l'eau? Nous nous étouffons sans eau. Oh, 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 oh. Les voix devenaient plus fortes, plus insistantes. Les fenêtres ont commencé à vibrer avec le son. Les lumières de la station-service clignotaient. J'ai pris le téléphone pour appeler Don Raoul, la police, n'importe qui. Mais il n'y avait pas de signal. La tempête avait renversé les tours. Les silhouettes ont commencé à frapper aux fenêtres. Pas fort. Juste des petits coups doux. Tape, tape, tape. Mais il y avait quelque chose de plus effrayant dans ces coups doux que dans les coups violents. Tape, tape, tape. Laissez-nous entrer. Nous voulons juste de l'eau. Rendez-nous ce qui est à nous. Le canal, l'eau, rendez-nous. Et alors, l'une des figures, pas la femme en robe blanche, une autre, a pressé sa main contre la vitre. Et là où elle a touché, la vitre a commencé à s'embuer de condensation. Pas une condensation normale. Celle-ci avait une teinte verdâtre comme des algues. L'embuement s'est étendu, couvrant toute la fenêtre, puis les autres fenêtres. Bientôt, toute la cabane était couverte de cette condensation verdâtre qui sentait l'eau stagnante. Je ne pouvais pas voir dehors. Je ne pouvais qu'entendre les coups. Tape, tape, tape. Et les voix. Oh, oh, oh. Je me suis blotti sur le sol de la cabane, les mains sur les oreilles, en pleurant. Je ne suis pas fier de l'admettre. Mais j'étais terrifié au-delà de toute raison. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Mais finalement, les coups ont cessé. Les voix se sont tuées. Et quand j'ai enfin rassemblé le courage pour nettoyer un peu la condensation de la fenêtre et regarder dehors, elles avaient disparu. La tempête était également passée. Le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers signes de l'aube. Il était 5h30 du matin. 1h30. Elle avait duré 1h30. Lorsque le service de jour est arrivé à 7h, je suis sorti de cette cabane en titubant comme un ivrogne. Le garçon du service de jour m'a regardé alarmé. « Frère, ça va? Tu as l'air terrible. » Je démissionne. C'était tout ce que j'ai dit. Ce matin-là, j'ai appelé Don Raoul et lui ai dit que je ne reviendrais pas. Il m'a proposé de me payer tout le mois si je restais 2 semaines de plus pour former un remplaçant. Ni pour tout l'argent du monde, lui ai-je répondu. Je suis resté sans emploi pendant 3 mois après ça. Chaque jour sans argent en valait la peine pour ne pas revenir là-bas. Finalement, j'ai trouvé un travail dans mon domaine. Maintenant, je travaille dans un bureau, en horaires de jour normaux, entouré de gens. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant. Mais parfois, quand il pleut fort la nuit, je me réveille en pensant entendre ce son. Tape, tape, tape. Et ces voix qui murmurent. Oh, oh, oh. Je circule occasionnellement sur cette route pendant la journée. La station-service est toujours là, fonctionnant normalement. Don Raoul a finalement embauché 2 personnes pour le service de nuit au lieu d'1.
Je suppose qu'il a finalement compris que personne ne resterait seul là-bas après minuit. Et chaque fois que je passe dans la journée, je regarde ce terrain vague autour de la station. Terre sèche, craquelée, morte. Il est difficile d'imaginer qu'il y a eu un canal d'eau là-bas un jour. Difficile d'imaginer des gens se noyant dans cet endroit qui est maintenant si aride. Mais ils s'en souviennent. Ceux qui sont morts là s'en souviennent. Et ils continuent de chercher l'eau qui leur a été arrachée. Ils continuent de demander, nuit après nuit, à 3h30 du matin, « Avez-vous de l'eau ?» Et il n'y a jamais assez d'eau pour apaiser les morts. Et avec cela se conclut l'histoire de Marcos. Il m'a dit qu'il n'a jamais travaillé de nuit depuis, qu'il préfère tout plutôt que d'être seul dans les heures sombres. Si tu as déjà travaillé dans une station-service de nuit, dans une boutique de proximité, ou dans n'importe quel endroit isolé pendant l'aube et que tu as vu des choses inexplicables, laisse un commentaire. Parfois, les endroits les plus communs cachent les histoires les plus effrayantes. Prends soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve dans la prochaine histoire.